Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et en ce dimanche 11 décembre, nous sommes avec Stanley Sardin, développeur full stack chez Swissfield. Bonjour Stanley, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup de faire partie du coup de ce calendrier de l'Avent du produit. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Du coup, je m'appelle Stanley, je suis développeur full stack. En ce moment, je passe à Swissfield. D'accord. Et comment est-ce que tu as découvert le monde du produit et qu'est-ce qui t'a poussé à faire du produit ou en tout cas à rejoindre une équipe qui est en mode produit ? Je pense que dans le sens, j'ai toujours aimé faire plein de petits projets, plein d'hackathons. J'avais suivi une formation il y a 542, il y a un partenariat entre 42 et HEC pour le HEC Digital Entrepreneur Certificate. Donc là, j'ai découvert en fait le design thinking, donc toute cette méthodologie. Et bon, après, j'ai commencé à continuer à apprendre pas mal de choses dans des bouquins, dans des articles, etc., dans des projets. Et puis, j'ai aussi participé à une partie du Launchpad, qui m'a aussi beaucoup appris à ce niveau-là. Ok, le Launchpad, si tu peux juste préciser ce que c'est. Du coup, c'est quelque chose organisé par HEC aussi. Et donc moi j'étais invité par 42, enfin j'ai été accepté par 42 pour participer. Je crois qu'il y avait aussi des étudiants de Saclay. Donc en gros, c'est sur plusieurs mois, avec une partie de prep session où du coup tu as plusieurs cours, suivi de pitch pour savoir qui peut participer ou pas au Launchpad. Et puis à un moment, le Launchpad commence. Et là, tu as un professeur attitré qui est là pour t'appuyer dans ton projet semaine par semaine. Et est-ce que du coup cette vision produit, ça influence ton quotidien de développeur ou pas du tout ? Je dirais que oui, déjà dans les idées que je peux proposer de ce qu'on peut faire, aussi dans les questions et puis dans la compréhension aussi de ce qu'on doit coder. Je pense que le côté produit emmène non pas juste à penser au côté technique de ce qu'on doit faire, mais aussi à l'utilité et ça aide beaucoup dans le travail du quotidien. Et donc là, en parlant de ton quotidien, tu disais que tu étais développeur chez Spacefield. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Spacefield pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas et dire quelle est la mission que vous essayez d'accomplir ? En gros, l'objectif c'est de digitaliser les entrepôts et la gestion des stocks. Et comment s'organise du coup le produit chez Spacefield ? De notre côté, nous on a plusieurs squads. Donc chaque squad a du coup des développeurs et un product manager. Chaque quarter on a des objectifs. En général on en a 3. Et du coup on va développer ces objectifs. D'abord le côté de la discovery, puis ensuite du côté technique pour l'implémenter. Comment vous vous assurez que toute l'équipe du coup produit dans laquelle tu es alignée ? On a un truc qui est pas mal, c'est que on a fait une seule fois, mais au début du quarter on s'est réunis du coup par squad et on a défini ensemble des objectifs communs. Si parfois il fallait le reformuler pour que ce soit plus compréhensible, des fois on a déjà réussi j'avais déjà pensé à la faisabilité technique, autant que ça pouvait prendre, etc. Je pense que c'est ce moment en commun en fait au tout début qui permet d'être tous alignés. Et tu m'as dit que tu avais à la fois été dans une entreprise qui n'avait pas du coup d'équipe produit et maintenant dans une entreprise qui a une équipe produit. Qu'est-ce que ça change pour toi ? Quels sont les avantages et les inconvénients que tu vois ? La première chose, c'est qu'une équipe produit a de la vision. C'est que les choses sont shippées dans un objectif qui a une finalité derrière, sauf que les gens l'utilisent, on va dire. Donc quand on n'a pas de produit, ça va être shippé dans un objectif dont on ne connaît pas trop la finalité. Si ça ne fonctionne pas, personne ne le verra, personne ne le retirera, alors que c'est beaucoup plus itératif, c'est avec des équipes produits. Alors on va dire que c'est vraiment le gros point essentiel. Deuxième point, c'est que tu peux avoir du coup quelqu'un qui peut t'expliquer le métier et qui peut t'expliquer pourquoi une feature elle est importante ou pas et quelle est la peine que cette feature va pouvoir corriger chez les utilisateurs. Et donc du coup pour toi j'imagine que c'est beaucoup plus agréable de coder en comprenant la finalité et le but et à quel point ça va être utile à l'utilisateur plutôt que d'être dans le flou quoi. Ouais, après on a toujours deux types de développeurs. Il y a des développeurs qui sont plutôt très techniques et qui aiment beaucoup la technique. Enfin, je vais plus dire que ça. Puis il y a les développeurs qui sont plutôt orientés produit et qui aiment beaucoup aussi le produit en plus du dev. Et donc moi je fais partie sûrement ces développeurs-là. D'ailleurs, tu m'as dit avoir des connaissances à toi qui étaient dev et qui sont devenus product manager. Même toi, à un moment donné de ta vie, avoir voulu te former à devenir product. Du coup, qu'est-ce qui t'attire dans le produit ? Et pour toi, quels sont les avantages à devenir product manager quand on est dev ?
Est-ce qu'il y a des liens logiques entre les deux, des passerelles? Alors, en tout cas, au niveau des passerelles, je pense que c'est plus facile de passer de dev à produit que de produit à dev, je pense. Notamment par rapport au côté technique. Et ensuite, au niveau des avantages, je pense que ça dépend un peu de chacun. Moi, je me suis posé la question, parce que j'aimais beaucoup les petites expériences que j'ai eues. Et finalement, je me suis rendu compte que je préférais dev. Donc, je sais pas si vraiment il y a des avantages. Je pense que ça dépend en fait des personnes et des moments où ils sont dans leur vie. Peut-être qu'il y a des moments où on a envie de changer, et des moments où on a envie de tenter de nouvelles choses. Mais globalement, je pense que les deux ont à la fois des avantages et des inconvénients. Ces deux métiers, quand même, sont assez différents. Et du coup, tu m'as dit que tu préférais dev au final. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est une bonne question. Je dirais que je m'amuse peut-être un peu plus dans le dev et je suis capable de m'entendre beaucoup plus que je le ferais sur du produit. Donc je vais dire que la passion est plus forte. On va passer à la deuxième partie qui est sur la vision du produit. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une erreur ou une chose que tu as appris, que ce soit en tant que dev ou quand tu faisais du design thinking, qui a changé ta façon de voir le monde du produit? Je dirais que ce qui a plus changé ma façon de voir le monde du produit, ça a été le design thinking en fait. Et je crois qu'on avait un exercice où en fait on ne devait pas trouver une idée avant la première semaine. Du coup, le DI c'était 5 semaines, ok. Et pendant la première semaine, il fallait pas qu'on trouve une idée de produit. Il fallait d'abord qu'on essaye des problèmes. On était obligé de se passer une semaine sur des problèmes. Et j'ai trouvé que c'était le fait de me forcer à faire ça, parce qu'à un moment, avant, je me disais que l'idée c'était la plus importante, qu'il fallait arriver le plus rapidement à une idée et puis commencer à construire dessus. Et le fait de réaliser qu'en fait, effectivement, pendant une semaine, tu peux réfléchir à un problème, tu peux changer les problèmes, tu peux approfondir ton problème, etc., et bien le comprendre, ça m'a appris énormément de choses. Donc je dirais que c'est vraiment ce qui a le plus changé. Quels sont tes plus gros challenges aujourd'hui en tant que dev en équipe produit? Je pense que le plus dur, c'est probablement l'adéquation au product dev, parce qu'on est souvent très proches, mais pourtant avec deux objectifs des fois qui peuvent être un peu différents. Donc ouais, je dirais que c'est sur les choses sur lesquelles il faudrait se concentrer. Et quand tu dis des objectifs différents, t'entends quoi exactement? Typiquement, souvent les devs n'aiment pas par exemple développer des features qui, s'il y a un doute sur l'utilité de la feature, par exemple, ils aiment c'est un peu compliqué de dire ça dépend de la taille de la feature. Si une feature qui prend plusieurs mois, elle construit parce qu'elle va être difficile techniquement, il y a une certaine certitude qui est préférée. Alors que du coup, côté produit, on a besoin d'itérations qui sont beaucoup plus rapides, par exemple, pour avoir des chiffres rapidement. Donc le no-code a déjà permis de franchir un peu cette barre-là. Souvent quelque chose qui peut être développé en no-code de départ pour ensuite mettre au niveau du dev. Mais voilà, je pense que c'est l'évolution globale que je vois, c'est sur cette adéquation-là. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne équipe produit, en dehors de cette adéquation-là? Déjà, une équipe sympa. Je pense qu'il fait ses reviews rapidement. C'est un truc intéressant, le product review. Et qui a beaucoup de data. Je pense qu'une équipe produit qui peut expliquer avec des data et avec des histoires assez facilement pourquoi telle chose est importante et pourquoi on doit le faire, pourquoi on doit résoudre ce problème, c'est vraiment priceless. Et un bon dev pour toi, du coup, c'est quoi? Un bon dev, alors déjà c'est un dev sympa. Je sais pas qui se prend en compte la performance, qui sait mettre des warnings là où il faut mettre des warnings, qui arrive à shipper avec un rythme suffisamment bon, et qui peut justement travailler aussi avec l'équipe produit pour leur donner des inputs sur le temps que ça peut demander, sur les efforts que ça peut demander, de développer telle ou telle chose. Ok. Et du coup, en parlant de shipper rapidement, est-ce que tu arrives à réconcilier l'envie de shipper rapidement avec l'envie de shipper de la qualité, ou est-ce que t'as des moments où tu dois choisir l'un ou l'autre, ou... Non, ça va. Quand je dis shipper rapidement, c'est au sens où, en général, plus tu connais une stack, plus tu es bon dedans.
Donc du coup, tu vas pouvoir shipper rapidement. Bon, c'est pas vraiment en termes de rapidement, c'est plus en termes de ne pas perdre de temps. On va dire ça. Plus comme ça. Et est-ce que tu as un conseil que tu donnerais du coup à un PM ou à un product designer pour mieux collaborer avec les devs? Je dirais que c'est d'essayer de se comprendre les uns les autres. Les objectifs de chacun et les warnings de chacun. Quel genre de warning tu t'attends qu'un PM ou un PO voit chez toi pour être heureux de travailler avec lui? Côté apporter dès le début de la réflexion produit, apporter déjà tout ce qui peut être justement, comme je disais tout à l'heure, ce que ça a demandé comme temps ou comme sacrifice au sens de complexité du code, par exemple, pour faire une feature. Et côté produit, comprendre certaines choses comme par exemple, on va être en train de dev quelque chose et on va se rendre compte qu'il y a un souci, il faut régler autre chose pour résoudre cette petite finalité. Et c'est très bien, c'est super bien quand les produits qu'ils comprennent, même s'ils peuvent pas vraiment le sentir parce qu'ils sont pas dev sur la technique, en tout cas pas tous, mais le fait de le comprendre et d'accorder du temps à ça, par exemple, c'est intéressant. Et du coup, en parlant de ça, toi, quel niveau d'expertise technique t'espères retrouver chez les autres membres de l'équipe produit? Pas tant que ça, c'est pas vraiment ce qui est nécessaire. Alors c'est bien quand il y a un plus, quand le product a un background technique où c'est pas mal codé, mais c'est pas nécessaire. Je pense que c'est pas la qualité principale que je rechercherais sur un produit. On va passer à la troisième partie. Okay. C'est celle où on parle d'un outil ou framework qui te plaît. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quel sujet ou quel outil t'as décidé de nous parler? Moi, j'ai passé à GitLab. Ok. Et pourquoi avoir choisi du coup GitLab? Parce que déjà, c'est un produit que nous utilise en interne, à la fois au niveau product et à la fois au niveau dev. Plus par les devs que par les products, c'est dit. Et puis surtout, c'est un tool qui permet de faire énormément de choses. Donc on n'a pas vraiment besoin de grand chose à part ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te permet de faire au quotidien? Quel problème ça résout? Et pourquoi c'est important? Déjà, la liste, le listing des issues. En gros, les tickets, on peut faire sur GitLab. Le board, on peut le faire sur GitLab, etc. Les epics. Et puis, en fait, il y a un côté GitLab qui est très sur l'écrit et très sur... on peut ouvrir un ticket, enfin une issue pour une feature qui va être développée dans 6 mois et commencer un peu la discussion et la réflexion sur cette feature longtemps avant, ce qui fait qu'au moment où on doit la faire, en fait il y a déjà énormément de background qui est mis en place. Ok. Donc en fait, vous utilisez GitLab à la fois comme backlog pour des features prochaines et comme user story de choses à faire dans des sprints. Exactement. Bien que le produit utilise aussi Notion. Donc ils vont utiliser les deux, à la fois GitLab et à la fois Notion. Et on va dire que dans la collaboration avec les devs, ça va être GitLab. Et la collaboration entre produits, ça va être Notion. Ok. Donc en fait, ce qui arrive sur GitLab, c'est déjà des choses qui ont été pré-validées par les product managers et les product designers. J'avoue que je suis pas sûr à 100%, mais je dirais que oui. Et pour toi, c'est quelque chose qui conviendrait à toutes sortes d'équipes, ou il y a des équipes à qui tu ne le conseillerais pas? Tant que c'est du soft, je pense qu'il y a rien de mieux. En tout cas, par rapport à GitHub, pour moi, c'est largement dessus, surtout pour les organisations, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu trouves sur GitLab que tu ne trouves pas sur GitHub? Déjà, je trouve que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup de soucis. Le fait qu'il est tout doux, c'est hyper intéressant. Ou alors les labels, il y a certaines spécificités sur les labels. Il y a vraiment pas mal de petits détails en fait qui ont l'air insignifiants, qui sont en fait largement meilleurs sur GitLab que par rapport à GitHub. Ok. Donc du coup aujourd'hui tu repasserais pas à GitHub. Enfin si t'as le choix, tu préfères rester sur GitHub. En projet perso, ça me dérange pas d'être sur GitHub. En projet en organisation, je préfère largement GitLab et ça me dérangerait un peu de retourner sur GitHub. Et pour terminer cet entretien, est-ce que tu as un petit cadeau de Noël avant l'heure à offrir à ceux qui nous écoutent, à savoir 2 ou 3 astuces ou secrets pour tirer au mieux profit de GitLab? Je dirais déjà il y a encore un avantage sur le board,
on peut créer plein de boards, on peut les modifier comme on veut. Donc en fait, si on a les bons workflows de label, c'est pas mal intéressant. Je dirais d'utiliser la puissance des issues et le fait qu'on puisse linker les issues, mettre certaines issues par exemple en bloc. Par exemple, s'il y a une issue qui bloque une autre, on peut la mettre en bloc, etc. C'est visible aussi très facilement sur le board du coup quand une issue est bloquée. Et ça évite de perdre du temps. Et puis la dernière astuce qui est toute bête, c'est que du coup donc ça fonctionne aussi sur GitHub, quand on copy-paste le lien d'une issue, on a par exemple, ou d'une merge request, une API, on a le dièse qui s'affiche. Voilà, avec GitLab, on rajoute juste un plus à la fin, et du coup on aura le niveau de l'issue, une preview du texte, et tout ça cliquable. C'est la petite astuce toute simple. Ok, top. Et du coup, en termes d'user story qui du coup se retrouvent dans ton GitLab, c'est plus qui les écrit du coup? C'est plus les product managers ou c'est plus les devs? Ça dépend globalement, on va dire que les to-do, enfin les tickets, les issues qui sont techniques vont être écrits par les devs la plupart du temps, sauf les bugs bien sûr, vont être écrits aussi par les produits, et les issues produits par les produits, mais ça n'est pas sur 100%. Un dev peut très bien proposer une idée produit directement sur l'issue. Voilà, et après ensuite, c'est de grooming, donc si ça vient des produits, c'est eux qui vont du coup améliorer un peu la description, qu'on puisse comprendre un peu mieux. Et puis un processus aussi de grooming asynchronous où justement en fait on va poser des questions sur GitLab sur l'issue pour essayer de modifier la description pour que ça soit plus facile à comprendre et que toutes les questions soient déjà répondues au moment où on va prendre le ticket. D'accord. Et par rapport du coup aux événements de sprint, il y a que le grooming qui est asynchrone, j'imagine. Les autres événements, vous les faites quand même du coup on est passé en Kanban très récemment, donc on a plus sprint. Mais à l'époque déjà on n'avait pas de la synchrone en grooming et tout se passait en synchrone. Vous voyez là, donc là on a plus trop de, à part quelques réunions qu'on peut avoir besoin ponctuellement, mais sinon globalement tout est en asynchrone. Et du coup vous avez plus les daily le matin. Ah si, pardon. Si, pardon. Mais moi ça fait tellement partie du quotidien. Oui, on a toujours les daily le matin et toujours tous en même temps. Hop, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Merci à toi de m'avoir invité. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!